Alors, un autre coupable, ce sont les institutions internationales, financières, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui n'ont jamais aidé aucun pays à se développer, dit un de vos interlocuteurs, Théophile Obenga. Mais c'est vrai, on les regarde dans tous les pays où ils sont. Aucun pays ne s'est développé. Donc il faut qu'on accepte qu'il y a échec de ces politiques. Et maintenant, la possibilité de leur dire non et de tourner le dos à ces institutions. On n'a pas la possibilité parce que quand tu arrives au pouvoir et que en face, il y a des urgences. La Banque mondiale te dit tu peux avoir telle somme très vite, mais tu signes le mode d'emploi. Si tu ne le fais pas, eh bien, non, ça va être très logique que ton peuple ait faim et te boute hors du pouvoir. C'est ça. Une asphyxie. Tu es asphyxié. Soit tu le fais un peu et tu te dis, bon, je le fais pour une telle période, le temps de négocier. Mais si tu ne le fais pas, c'est ton peuple lui-même qui va te dire, on a faim et dégage. Vous semblez regretter les leaders de la trempe de Nkrumah ou de Lumumba, que vous citiez tantôt, et même de Sékou Touré, dont on n'oublie pas la célèbre phrase « Nous préférons la liberté dans la pauvreté, à l'occurrence dans l'esclavage ». Mais pour la Guinée, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que la Guinée, on ne l'a jamais laissé se développer. On ne peut pas demander à un pays sous embargo de se développer. C'est très simple. Beaucoup de gens me disent, oui, mais la Guinée, tu vois, tu parles de Sékou Touré, mais il n'a jamais rien fait. J'ai dit, je reconnais qu'il y a eu beaucoup de morts sous Sékou Touré et qu'il est aussi responsable de ça. Mais c'était d'abord un nationaliste pour vous ? C'était d'abord un nationaliste, un panafricaniste. C'était quelqu'un qui a aidé et financièrement et militairement les mouvements de libération, parce qu'il ne faut pas sortir ça du contexte. J'ai dit oui, il y a eu le Kambouaro et beaucoup de morts sous Sékou Touré. Et nous le condamnons. Mais il y a aussi ce grand panafricaniste, ce leader pour beaucoup de jeunes Africains. Il ne faut pas prendre seulement le dictateur et oublier aussi l'autre facette c'est un raccourci que je n'accepte pas. Alors, libéré de la colonisation, mais pas libre, ni économiquement, ni politiquement. Ni économiquement, ni politiquement. Aucun de nos pays ne peut décider de sa politique. Tu dois avoir les partenaires avant de décider quoi que ce soit. Les partenaires américains, les partenaires européens. Et si un s'y oppose, surtout si c'est un Européen, il y a une solidarité européenne directe. Donc, ils t'asphyxient. Et si tu ne fais pas ce qu'ils veulent, mais on te bloque, tu ne paieras pas les salaires de tes fonctionnaires. Donc ça va être des grèves, soulèvements populaires. Donc les dirigeants africains n'arrivent pas à décider d'une politique africaine. Pourquoi ? Parce qu'ils sont seuls. Il y a pas ils ne se tiennent pas. Je veux dire, l'Union européenne aujourd'hui est forte parce que la France n'est pas seule. Elle a l'Allemagne, elle a tous ces pays qui sont à côté. Ils font front à 27. Ils font front à 27. Et nous, on ne fait quelquefois même pas un, puisqu'on n'est pas réellement libre, parce qu'on n'est pas réellement indépendant. Moi, cette histoire d'indépendance, je pense qu'il faut la re-questionner en 2011. Il faut une deuxième indépendance, selon vous ? Il faut une vraie indépendance maintenant. Ce n'est pas une deuxième, une première, une vraie première. 1960, vous n'y croyez pas ? Non, 1960, on te dit, ouais, on va te donner l'indépendance. Certains ont dit non, on ne veut pas l'indépendance. On dit, si, tu l'auras quand même. Si, à partir d'aujourd'hui, tu l'auras. Et c'est vrai, certains présidents ont dit non. Ils disent, on veut rester français. On leur a dit, non, on ne veut pas que vous restiez. Vous serez indépendants. Et d'ailleurs, c'est comme ça. Voilà. Et puis, sont partis pour mieux revenir. Partis pour mieux. Et puis, jamais partis. Il y a des armées coloniales dans nos capitales. Imaginez, est-ce que vous imaginez un moment une armée africaine dans la capitale française ? Ou bien, je prends un autre cas de figure, la France était colonisée sous occupation allemande. Imaginez qu'après 1945, qu'il y a encore l'armée allemande et des garnisons dans Paris. Sur le territoire français. C'est insensé. Aucun Français ne l'accepterait. Mais ces bases militaires se sont installées avec toujours l'accord des dirigeants. Non, ce n'était pas un accord. C'est pas qu'ils étaient d'accord. Ils n'avaient pas d'autre choix. Pourquoi n'y renoncent-ils pas aujourd'hui ? C'est la question que nous posons à nos élites. Nous voulons que les bases militaires étrangères, quelles qu'elles soient, sortent du territoire, tout de suite et maintenant. Et à partir de là, on pourra regarder les pays étrangers en tant qu'amis et frères. Mais tu ne viens pas chez moi me dire, avec ton armée, ta base militaire, armée de terre, armée de l'air, tout ça, et me dire, ouais, nous sommes amis et frères. Amis et frères, et tu me surveilles avec tes armes. Je suis désolé. Soi-disant que nous avons signé des accords. Mais moi, je suis né en 69. Je n'ai jamais été au courant de la teneur de ces accords. Ça fait 42 ans. Ils ne vous engagent pas. Ça ne m'engage en rien.
Et je ne veux pas accepter qu'on me dise non, 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 vous avez signé des accords. Et condamner toute ma génération et celle qui vient après et celle qui est venue avant. Non, ça suffit. Les bases militaires doivent rentrer pour qu'on puisse se regarder. Ou bien alors qu'on accepte qu'il y ait des bases militaires aussi dans nos pays, dans la capitale française. Ça, c'est une utopie. Voilà. Quand c'est le contraire, ça devient une utopie. C'est ça qui est scandaleux. Alors, le film se termine quand même sur 2 notes d'espoir. La première, c'est la jeunesse africaine. C'est elle qui devra relever tous les défis que les dirigeants n'ont pas pu ou n'ont pas su relever, selon vous. C'est clair. Beaucoup de dirigeants, parce qu'ils étaient illégitimes, parce qu'on les a imposés, parce qu'on les a placés là, parce qu'on les a maintenus de force, n'ont pas pu, n'ont pas su et n'étaient pas là pour relever des défis. Ils étaient là pour continuer un système. La jeunesse aujourd'hui doit s'affranchir de toutes les formes de colonisation, de domination. Selon vous ? En prenant en charge son destin, en étant dans l'agriculture pour qu'on soit indépendant par rapport à tout ce qu'on mange. L'autosuffisance alimentaire ? L'autosuffisance alimentaire, énergétique. Dans tous les domaines, il faut qu'on soit autosuffisant. C'est ça l'indépendance première. Et qu'on ait des armées, une armée panafricaine, qui puisse gérer des problèmes comme la Côte d'Ivoire, qui puisse gérer un problème comme la Libye, qui puisse gérer, qui puisse intervenir en Égypte, qui puisse... Voilà. Justement, c'est la seconde note d'espoir sur laquelle se termine votre film. Ce sont les États-Unis d'Afrique. J'y crois. Nkrumah y est arrivé en 1963. 48 ans plus tard, on court toujours après. C'est la faute à qui ? C'est la faute à nous-mêmes, parce qu'il faut un courage politique pour dire nous coupons le cordon ombilical. Certains pays en Afrique australe ont fait un combat pour la liberté. Dans les pays du giron francophone, on nous a donné l'indépendance. Maintenant, il faut réellement aller vers l'indépendance. Et justement, par tous les moyens nécessaires, il faut arriver à arracher sa liberté. L'indépendance, comme il dit Césaire, ne se donne pas. Ça se prend, ça s'arrache. Et ça se paye très souvent en sang et en cadavre. Il ne faut pas qu'on regarde à la télé le sang des autres et on se dise « Ouh, non, on ne veut pas de ça ». Mais chaque peuple qui est là et qui est grand, qui est fort, chaque grande nation a fait des révolutions. Et ces révolutions ne se passent pas seulement... Il y a quand même sur le continent plusieurs pays qui ont eu des luttes de libération. Oui, elles doivent nous inspirer. C'est pour ça que chaque fois que je vois des luttes de libération, on a fait cet album Président d'Afrique pour justement montrer qu'il y a des luttes de libération dont on peut être fier. Il faut qu'on s'en inspire. On n'est pas là pour faire l'apologie de la violence. Vous pensez que ces pays sont dans de meilleures situations que la majorité des États africains ? Je pense que très souvent, ils sont beaucoup mieux dans leur tête déjà et dans leur âme. Parce qu'il y a un gros travail qui a été fait sur le mental. L'esclavage mental, c'est vrai, c'est réel. Quand un Africain te dit, il y a cette phrase qu'il dit souvent, qu'est-ce qu'il dit, Dieu est grand mais le blanc est fort. C'est scandaleux. C'est dans la bouche de beaucoup d'Africains. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est grand, qu'on est fort. Il faut qu'on réapprenne à dire je suis grand. C'est un gros complexe. Je suis grand, je suis beau, je suis riche. Je veux que les Nigériens disent je suis riche. J'ai l'uranium, je suis riche. Le Congolais de Bas-Congo disent j'ai beaucoup de pétrole. Je suis très riche. Et qu'on ne lui dise plus non, tu es d'un pays pauvre. Parce que quand tu acceptes dans ta tête qu'on te dise tu es pauvre, on peut faire de toi tout ce qu'on veut. Alors, Didier Awadi, si vous étiez donné la possibilité d'être 24 heures dans la peau d'un chef d'État africain, quelles seraient vos priorités et vos premières décisions ? Je crois que d'abord je deviendrai fou très vite. J'espère que... Il paraît que ça le pouvoir rend fou ? Absolument. Et non, je pense que d'abord ce serait dire que mon pays n'est qu'une région de l'Afrique. Et que l'Afrique est mon pays. Et mon pays devient juste une région. À partir de là, je nationalise l'agriculture. Aucun produit étranger qu'on peut cultiver sur place ne doit venir de l'étranger. Aucune matière première ne doit sortir de mon pays sans être transformée pour qu'il y ait une plus-value, une création de richesse sur place. Aucun poisson de chez moi ne doit être pris par des bateaux étrangers, des bateaux-usines. Tout sera fait d'abord pour que les populations se nourrissent, soient autosuffisants. Et après ça, on peut partager avec le reste du monde. Je suis étonné que vous n'ayez pas pensé, que votre première priorité ne soit pas la formation et l'éducation. Ça passe par une formation, c'est évident. Ça passe par une formation. La formation, on ne pourra pas y échapper. Parce que
tant que nos populations sont analphabètes, on peut leur faire gober n'importe quoi. On va leur faire signer des contrats et leur vendre de la pacotille.